Dictature, anarchie, corruption et campagne. La police. Dans les locaux de son administration et jusque dans la rue, la police camerounaise donne d'elle-même une image qui est un excellent reflet de l'image du régime lui-même. Il est courant de voir ces soudards, en proie à l'ivresse, s'avancer en titubant. Il est encore plus courant de les prendre en flagrant délit de racket sur la personne de petits commerçants et, plus particulièrement encore, sur de petits transporteurs aux barrages routiers innombrables qui étonnent d'abord puis révoltent le voyageur. De même que l'imagerie populaire a fait de la France le pays des fromages et des vins, si le touriste doit retenir une image du Cameroun, c'est probablement celle de l'enfer des barrages policiers. Les barrages surgissent partout, à l'entrée des ponts, à la sortie ou au centre des villes, très rarement en rase campagne, et pour cause. C'est comme l'Allemagne de l'Est, pour ceux qui l'ont visité avant la chute du mur. À la sortie de Mbalmayo, par exemple, en allant vers Yaoundé, on se heurte sur moins de 200 mètres à 3 barrages successifs. Police, gendarmerie, douane, vous expliquent benoîtement des fonctionnaires débraillés quand vous manifestez votre surprise. Mon village se trouve à 12 kilomètres de Mbalmayo, seul bourg de la vaste commune rurale du même nom. Certains jours, j'ai compté jusqu'à 5 barrages de police entre les deux localités, soit plus d'un barrage tous les 3 kilomètres. Si certains barrages sont fixes, d'autres naissent et disparaissent au gré des circonstances. Les barrages fixes sont équipés d'un dispositif où l'on remarque surtout une longue perche de bois qui s'abaisse ou s'élève au gré des policiers. Mais les barrages légers, se signalant par 2 fûts vides, jetés n'importe comment sur la chaussée et flanqués d'un escogriffe en uniforme, sont les plus nombreux. La fantaisie imprévisible de leur apparition et de leur disparition dévoile l'aptitude à l'improvisation chez les policiers camerounais et surtout leur créativité désordonnée dans la dernière décade du mois, en attendant un salaire qui, trop souvent, tarde à venir. Des petits transporteurs reconnaissent avoir dû acquitter jusqu'à 20 000, 30 000 et même parfois 50 000 francs certains jours, leur recette étant ainsi réduite à néant. Le souci principal des policiers étant de se procurer de l'argent, la plupart des petits transporteurs négligent de se mettre en règle avec la loi, puisqu'il suffit de satisfaire la cupidité des policiers pour être quitte de toute sanction. De là une sorte de spirale de l'illégalité créant une anarchie galopante. Le seigneur du barrage sait pertinemment que le transporteur n'est pas en règle et qu'il le tient à sa merci. Le transporteur sait non moins pertinemment qu'il peut se dispenser de payer les lourdes et très nombreuses taxes de l'État, puisqu'il s'en tirera, à moindre coût au demeurant, en corrompant les seigneurs des barrages dont beaucoup sont peu imaginatifs. C'est une sorte de surenchère de la triche, un cercle vicieux
où l'État est finalement le seul à ne pas trouver son compte. On est là en présence de symptômes de république bananière, si souvent décrits par les écrivains engagés sud-américains Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano et tant d'autres. La maladie n'était pas nouvelle. La gauche française la connaissait bien, ainsi que les remèdes pour la combattre. On s'attendait que les socialistes français, médecins instruits par tant de campagnes menées pendant des années par leurs militants pour soutenir l'anticolonialisme latino-américain, inventent ici, au bénéfice des populations de ce précaré chéri, ou appliquent des thérapeutiques éprouvées. Pourquoi n'en a-t-il rien été? Bien entendu, des prétextes plus légalistes sont avancés au gré des circonstances pour justifier les barrages routiers. Au mois de février 1991, lors de mon premier retour, le pouvoir excipait de la tension créée dans le pays par l'intrusion brutale du vent d'Est, image qui prétendait expliquer le raz-de-marée des appels populaires à la démocratie en Afrique. Lors de mon séjour de l'été la même année, le pouvoir se prévalait de la nécessité de maintenir l'ordre face aux villes mortes, technique de boycottage utilisée par l'opposition pour arracher la convocation d'une conférence nationale, et qui d'ailleurs fit faillite. Au cours de mon séjour de juillet-août 1992, le pouvoir prétendait restaurer l'autorité de l'État en forçant les armes à la main les nombreux citoyens récalcitrants à acquitter ces taxes. Bref, le pouvoir inventait toujours de nouveaux prétextes pour justifier les barrages routiers de plus en plus en but à l'hostilité des citoyens. C'est un aspect de la violence institutionnalisée sous laquelle vit ce malheureux pays. Le penchant de la police camerounaise pour la brutalité et l'exaction, pour la violence qui peut aller jusqu'à l'atrocité, est si révoltant qu'il n'existe pas de mots assez sévères pour le flétrir. Conséquence fatale, l'inaptitude de la police aux missions traditionnelles et même son désintérêt pour de telles tâches sont flagrants. Des criminels, qui seraient ailleurs déclarés ennemis publics, se promènent librement dans la nature, narguant l'impuissance des prétendues forces de l'ordre. Les évasions réussies des détenus ne se comptent plus. L'insécurité s'étend sans cesse, concrétisée par diverses agressions de nuit et même de jour contre les plus honorables citoyens, en particulier contre les pharmaciens de garde obligés désormais de se barricader derrière des dispositifs toujours plus sophistiqués. Depuis quelque temps, il semble que le clergé missionnaire européen figure parmi les cibles préférées des malfaiteurs. Un jour, c'est un évêque français, retraité et installé dans le nord du pays, qui est assassiné. Quelques mois plus tard, on découvre à Djoum, c'est-à-dire à quelques 100 kilomètres du village du chef de l'État, les corps affreusement mutilés de 2 religieuses françaises. Bien entendu, la lumière n'a pas encore été faite sur ces crimes. Il n'est pas sûr qu'aucune enquête sérieuse ait jamais été entreprise. Les policiers, mal payés, sont tentés de se transformer en gangsters, beaucoup ne résistant pas à l'attrait d'une activité si fructueuse et si peu risquée à la fois. La chronique des faits divers retentit constamment de ces métamorphoses,
créant un climat d'insécurité qui ne peut laisser d'influer sur la liberté d'initiative et, encore plus, sur l'activité économique en général, et donc sur le développement.